Eh ben, bienvenue à tous et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour venir échanger. Et puis avant de commencer, on va peut-être se faire un petit tour de table pour faire plus ample connaissance avec vous et vos entreprises respectives. Je commence du coup. Bonjour tout le monde. Je vais me présenter, donc je suis Alexandra Hamda, je suis DRH dans une agence digitale, donc secteur très tech. J'y suis depuis 5 ans maintenant, donc un poste très généraliste pour le coup. Et avant ça, j'ai passé quasiment 15 ans dans le milieu du conseil, donc dans un gros cabinet de conseil parisien qui s'appelle SIA Partners. Je m'intéresse énormément sur les sujets marque employeur et engagement collaborateur, d'où cette table ronde qui, j'espère, vous apportera en tout cas des bonnes actions pour mettre en place assez rapidement dans votre entreprise. Et parallèlement à ça, j'ai créé un podcast RH il y a maintenant un peu plus d'1 an qui s'appelle Nouveau Prisme et sur lequel je fais participer des personnes de l'écosystème RH pour parler de sujets RH, recrutement, management, marque employeur et tous les sujets qu'on traite au quotidien quand on travaille dans l'écosystème RH. Voilà. Donc maintenant j'en ai deux, c'est pour parler 2 fois plus fort. Donc moi je suis Anna Rousseau, je viens du bassin rennais et je travaille dans l'environnement industriel, spécifiquement dans le machinisme agricole. Mon job c'est concrètement d'accompagner les managers dans le recrutement. Aujourd'hui on est une société avec plus de 1200 collaborateurs, implantés aussi bien à Rennes, dans le 86, aussi en Inde et au Brésil. Donc on a aussi bien des enjeux d'harmonisation de nos processus, de nos pratiques, etc. Et concrètement d'engagement de nos collaborateurs, notamment au travers d'actions de mobilité interne, et j'en passe et des meilleurs, donc on vous les présentera tout à l'heure. Merci. Donc pour ma part, Fabrice Giton, ça fait un petit peu plus de 10 ans que j'évolue dans le domaine de la communication interne, de la marque employeur, et puis un petit peu plus récemment dans ce qui est aussi les relations écoles. Donc j'ai toujours évolué entre des équipes communicantes, des équipes RH. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours dépendu de DRH. Le thème de ce soir, je trouve plus qu'important. J'ai vécu, comme je pense tout le monde, la crise Covid. J'étais aux manettes pour communiquer. Ça a été le grand boom. Je travaillais à l'époque dans une mutuelle assurance de la reconnaissance de la communication interne. Et donc ça a été un point fort. Et puis, il y a plein de beaux sujets à aborder ce soir et on espère vous inspirer avec, pour ma part, des exemples concrets mis en place dans ma structure actuelle. Donc oui, je travaille chez Kaufmann & Broad, je ne l'ai pas dit. Donc promoteur immobilier, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis chez Kaufmann & Broad. On est un pure player, c'est-à-dire qu'on a plein de concurrents comme Vinci Immobilier, Bouygues Immobilier, mais qui ont plein d'autres pans d'activité. Donc on fait uniquement de la promotion immobilière et on a une palette complète, on ne fait pas que des maisons, des appartements. On fait des plateformes logistiques pour des gros acteurs, on fait des quartiers entiers, on a le plus gros chantier de Paris actuellement derrière la gare d'Austerlitz, et on fait du tertiaire, de l'hôtel, de l'hôtellerie, des bureaux, plein de choses, voilà. Super, et donc pour finir, pour remettre un petit peu de contexte sur mes prises de parole, Steeple aujourd'hui c'est une centaine de collaborateurs, 90% au siège à Rennes, et puis après on va retrouver des collaborateurs sur tout le territoire, et aussi en Allemagne, Espagne et Italie. Il n'y a rien qui fonctionne. J'ai un problème avec la technologie. Tiens, on prend celui-là, je regarde. Ah, c'est bon, ça sonne. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ces présentations. Et maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse ce soir. On parle d'engagement. On a vu 6% de collaborateurs engagés en France. Ça laisse quand même une grande marge de manœuvre pour implémenter des choses plus pertinentes, plus efficaces. Mais avant de rentrer dans le détail, on va commencer par peut-être définir un peu ensemble ce qu'est l'engagement pour vous, pour votre entreprise et pourquoi c'est important. Par exemple, chez MX10, pourquoi vous avez décidé de travailler sur ces thématiques ? Le cœur, l'enjeu phare, c'est concrètement, je dirais, la fidélisation des collaborateurs. C'est-à-dire que pour qu'une industrie fonctionne, encore faut-il qu'il y ait des gens. Voilà. Une fois que les collaborateurs sont engagés, eh bien, vous augmentez finalement la durée de vie dans l'entreprise de n'importe quel collaborateur. Et puis, au-delà de cet aspect fidélisation, c'est aussi une notion de performance concrètement derrière, parce qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, son objectif, c'est aussi d'être rentable à terme. Et donc, des collaborateurs engagés, performants, égale performance plus globale de l'entreprise.
Ça répond à ta question, Anne? Très bien. Je passe le relais à quelqu'un. Ouais, je te le prends. Allez. Je vais rebondir effectivement sur ce qui a été dit, mais je pense que du coup l'engagement collaborateur, ça passe déjà par... tout d'abord, il faut déjà qu'il y ait une attractivité des candidats. Ensuite, comme tu le disais, il faut les fidéliser. Donc ça, il y a un gros travail à faire et ça passe notamment par tous les projets qu'on va pouvoir mettre en place au niveau RH notamment. Et ensuite, on a un troisième, pour moi, gros pilier sur lequel il faut vraiment travailler, et notamment pour les plus jeunes. Enfin, quand je dis jeunes, je me mets dans la case plus vieille, mais en tout cas pour les personnes de moins de 30 ans, mais aussi, non, mais surtout les autres aussi. Il y a vraiment un sujet de donner du sens à ce qu'on fait. Et là-dessus, on doit aussi travailler pour que les collaborateurs comprennent ce qu'ils font au quotidien, quel est le but, quels sont les enjeux. Et ça, il y a un vrai sujet d'implication et de communication à avoir pour que les collaborateurs soient engagés dans le quotidien de ce qu'ils font. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi je suis arrivé chez Kaufmann & Broad en mai 2022. Mais avant mon arrivée, sous l'impulsion de la DRH et du comité de direction, il y avait des actions qui avaient été menées pour se dire qu'il faut que l'on puisse mesurer cet engagement. Et donc, chaque boîte peut être accompagnée d'une structure différente, ou faire des paramètres sociaux. Voilà. Chez Kaufmann & Broad, la décision, ça a été de rentrer dans une dynamique de labellisation Great Place to Work. Non pas pour obtenir le label, mais la première année 2019, la boîte ne l'a pas obtenu, mais vraiment pour se faire une feuille de route pour pouvoir s'améliorer. Et dans le label Great Place to Work, mais il y en a bien d'autres, je ne fais pas de pub pour eux, il y a des notions d'engagement, et on peut avoir, sous couvert d'anonymat, de confidentialité, nous on ne va pas du tout retracer qui a répondu quoi, on va avoir des tendances, si le panel par agence, par direction service est trop faible, on n'a pas forcément le résultat qui remonte pour ces équipes-là, ils sont rattachés à d'autres. C'est pas du tout l'enjeu, c'est vraiment pour la direction d'avoir une feuille de route, une vraie tendance. La dernière enquête Great Place to Work 2022, où on a obtenu le label, où ça a été fort de 3 enquêtes déjà passées, on a pu voir les évolutions, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas que des données quanti dans ce type d'enquête, c'était aussi de pouvoir avoir accès à des idées d'actions qui pouvaient être mises en place, des besoins, des attentes des collaborateurs, des managers, des équipes, et après, derrière, de se faire une feuille de route et de mettre en place des actions. Et chez Kaufmann & Broad, les 4 dernières années, elles ont beaucoup évolué à travers plusieurs enquêtes, où derrière, ça donne ou non accès à des labels. Avec Choose My Company, on est sur le label Happy Trainees pour les stagiaires alternants, mais vraiment dans une dynamique d'analyser les résultats et de s'améliorer et de mettre en place des plans d'action. Et la direction a pris le pli, les équipes RH ont pris le pli, et c'est vraiment cette mécanique-là qui est mise en place. Et donc chez nous, l'engagement principalement, il se mesure avec ce type de KPI que l'on suit, et après à travers une multitude d'actions du quotidien, où on voit aussi sur certaines thématiques si on arrive à fédérer, à embarquer les équipes ou non. Nous, on s'est beaucoup posé la question aussi de qu'est-ce que c'est l'engagement. Parce que, alors maintenant, c'est un mot beaucoup plus à la mode. Et en fait, en réfléchissant, l'engagement, c'est quand même très personnel. Et finalement, l'entreprise peut mettre beaucoup d'actions en place, beaucoup de choses. Son rôle est peut-être plus de cadrer les vents favorables pour l'engagement et éviter les vents défavorables. Parce qu'après, c'est quelque chose de très personnel. Et nous, chez Stifel, on a une étude très scientifique, vous allez voir, qu'on a inventée pour aider le collaborateur à lui-même savoir s'il est engagé ou pas. Et on appelait ça le test du dimanche soir. Est-ce que j'ai envie de revenir le lundi ? Exactement. C'est vrai. Parce que, à la limite, oui, l'entreprise met en place des choses pour favoriser l'engagement, mais à la fin, l'engagement, c'est quelque chose de personnel. Alors si le lundi, on n'a pas envie de revenir, bon, c'est peut-être qu'il y a un manque de motivation, ce qui n'est pas un désengagement total, mais des fois on a juste la flemme, ça arrive. Par contre, si c'est répété, malgré tout ce qu'on a mis en place, c'est quelque chose qui nous touche nous, et là, le rôle du collaborateur, une fois qu'il a cette information, c'est pas grave d'être désengagé. Ce qui est grave, c'est de rester désengagé sans en parler à son manager. Et si c'est son manager le problème, c'est de ne pas en parler au RH. Et si c'est quelque chose de plus grave, c'est peut-être le CSE. Mais en tout cas, on ne doit pas rester désengagé en sachant qu'on n'a pas envie d'aller au bureau le lundi sans ne rien faire.
Bon. Et justement, alors nous, après avoir fait, maintenant on est sur la dernière date de notre Tour de France que vous pouvez voir sur la table, le kakémono juste derrière. On a du coup beaucoup entendu de bonnes pratiques pour, à défaut de susciter l'engagement, au moins éviter d'y être défavorable. Et un des premiers sujets qui revient beaucoup dans tous nos échanges, c'est le travail qui est fait sur la culture et les valeurs de l'entreprise. Et justement, comment vous, dans vos entreprises, vous avez pu travailler là-dessus et comment, par exemple, toi, Alexandra, tu travailles sur ce sujet? Déjà, je pense qu'il y a deux sujets. C'est soit on est dans une entreprise où déjà les valeurs sont déjà construites depuis longtemps, et dans ces cas-là, je pense que faut vraiment avoir en tête que les valeurs, c'est pas des choses qui sont figées sur un mur. Ça, je trouve ça hyper important de le dire. Et il ne faut pas hésiter à les rechallenger. Et notamment, quand une boîte a des enjeux les scale-up, les sociétés qui évoluent rapidement, tes valeurs qui vont être lors de ta création ne vont pas forcément être les mêmes. Quand tu vas atteindre les 50, 100, 500 collaborateurs, si tous des bureaux en Allemagne, en Italie, en Espagne par exemple, il faut rechallenger régulièrement, je pense, les valeurs. Le but, c'est pas non plus de les changer tous les 2 ans, mais c'est bien régulièrement de faire jouer le collectif, de co-construire. Alors, vous allez beaucoup entendre co-construction et intelligence collective chez moi parce que c'est un peu mon dada, mais c'est important d'intégrer les équipes dans cette réflexion-là de est-ce que les valeurs, ça leur correspond aussi. C'est comme toutes les actions que vous allez mettre en place, si derrière la perception qu'en ont vos collaborateurs, vous n'y avez pas accès, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc c'est important de les rechallenger et de se dire ok, là on a les valeurs, mais concrètement dans notre quotidien, comment ça se concrétise? Et ça, qui peut mieux que vos collaborateurs vous faire un retour d'expérience? Donc ça, c'est typiquement des types d'ateliers que nous on fait régulièrement en off-site avec tous nos collaborateurs pour se dire est-ce que nos valeurs qui sont inscrites sur le mur sont toujours opérationnellement celles que nos collaborateurs ressentent. C'est pas juste un comité de direction qui doit les définir. Et ensuite, il y a un second sujet, c'est de se dire les valeurs, c'est important toujours au-delà de les inscrire sur un mur, c'est de se dire dans le quotidien comment est-ce qu'on les applique et que ça soit cohérent. On ne peut pas dire esprit d'équipe, par exemple, et derrière ne pas inclure les équipes dans les projets qu'on va mener, de faire de l'intelligence collective, de faire participer dans des rituels, des séminaires, des breakfasts, tout ce que vous voulez, les équipes pour que toutes les équipes partagent ce qu'elles ont fait ensemble. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre ce qui est écrit sur vos murs, ce que vous vendez aux futurs collaborateurs, aux candidats, et ce qu'ils vont vivre à l'intérieur. Donc c'est extrêmement important, et à mon sens pour ça, il faut que la direction soit exemplaire dans ce qu'ils vont faire également, les managers aussi. Donc il y a vraiment un sujet d'exemplarité, de rechallenger régulièrement, de faire jouer le collectif pour que tout le monde se sente pleinement aligné avec les valeurs et la culture de l'entreprise. Voilà. Je fais un petit speech. Alors je complète et je partage pleinement ce que dit Alexandra. Il y a un phénomène qui est ce que tu dis, c'est-à-dire d'exemplarité. C'est-à-dire si la direction définit des valeurs pour autant qui ne sont pas appliquées au quotidien, ça ne fonctionne pas. En fait, le château de cartes s'effondre en 10 minutes. Au sein de M-Extend, nous avons 3 valeurs qui sont fondamentales pour nous. Enfin, peu importe, je peux vous les citer, mais ce que je veux dire, c'est que ces valeurs-là, elles sont concrètes dans le quotidien et chacun prend du temps pour les matérialiser. Je cite l'exemple de la coopération. Coopération, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on applique au sein même de nos processus de recrutement. Aucun recrutement ne se fait si jamais le futur collaborateur n'a pas rencontré sa future équipe. Et je ne parle pas des managers, hein. C'est-à-dire que ça peut être un opérateur de production qui rencontre la future équipe avec qui il va coopérer. Et donc, les collaborateurs vont faire des feedbacks au RH, etc. Et ensuite, on statuera ensemble sur le fait de recruter ou pas la personne. Toutes ces décisions-là, elles sont prises de manière coopérative et collégiale. Ce matin, on était en réunion, on était 80 collaborateurs. On a travaillé sur les ambitions 2028 de l'entreprise. Donc on a une boîte de plus de 1000 salariés. Moi, en tant que responsable RH, j'en sais rien, c'est quoi les ambitions industrielles ou que sais-je encore. Pour autant, mon avis a eu du sens aussi et on a travaillé tous ensemble pour les définir. Et ensuite, ces décisions, elles sont aussi partagées aux différents collaborateurs.
On le fait aussi sur nos autres valeurs. On en a une dont on s'était éloigné, l'audace, et on se l'était dit à un moment donné, c'était en 2019, en disant c'est chouette encore une fois de prôner des valeurs mais de ne pas être dans le concret. On s'est re-questionné sur le sujet, on a lancé une start-up, on est en train de fabriquer le premier robot autonome électrique qui va aller faire la manutention dans les fermes. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait et on reste cohérent dans notre démarche. Alors moi, par rapport à vos témoignages, ce que ça m'inspire, c'est que j'ai commencé en travaillant chez Essilor, donc plutôt une grosse boîte, où il y avait une vraie force des valeurs et de la culture d'entreprise. Donc j'ai pu le vivre, mais j'étais junior et j'avais ma part à jouer comme interne sur un site de prod en Champagne-Ardenne, 500 collaborateurs. Mais je le vivais pas, voilà, je le vivais, je me disais waouh, il y a des belles valeurs, il y a une belle culture, on ressent les choses au quotidien et ça anime toutes les équipes. Donc ça, j'ai vu que c'était très fort. Après, j'ai fait 7 ans dans une mutuelle assurance où la direction prenait pas au sérieux le sujet des valeurs, de structurer les choses, d'embarquer tout le monde, de rechallenger un peu des valeurs qui étaient là depuis les années 60. Donc au bout d'un moment, c'est plus d'actualité, puis elles n'étaient pas vraiment animées non plus, donc bon, j'ai pas réussi dans cette boîte-là à faire changer les choses. Et là, je suis arrivé chez Kaufmann et Broad, où pareil, c'est une boîte, Monsieur Kaufmann, Monsieur Broad, 2 Américains, ils sont arrivés en France, 1968, ils montent leur boîte. Bon, au final, ils sont pas restés, le business n'était pas assez rentable pour eux. Donc aujourd'hui, c'est une boîte 100% française, 800 collaborateurs. Mais j'ai constaté aussi à mon arrivée qu'on était resté sur des acquis qui dataient, sur tout ce qui était valeurs, culture. On a des choses dans le onboarding qui étaient existantes, mais qui n'étaient pas, à mon sens, assez fortes, où chacun pouvait vraiment se retrouver dans les éléments qui étaient transmis. Et donc, on sort tout juste d'un gros chantier sur les valeurs, raison d'être, mission, état d'esprit, où l'entreprise veut aller, vision. Et donc là, on va tout déployer sur 2025. Donc voilà, mais on va avoir 5 valeurs. On a une raison d'être baseline qui est très forte, qui est vraiment et qui est le fruit. On a été accompagné par une experte du sujet qui a remonté des boîtes comme Petit Bateau, Delsec, qui était en perte de vitesse. Et 2-3 ans après ce type de chantier, de travaux, les résultats pour ces 2 boîtes-là, entre autres, elle en a accompagné d'autres, sont au rendez-vous. Et donc nous, on mise sur ce gros travail qui a été fait, avec des focus group, avec des entretiens individuels, des restitutions, des ateliers de brainstorming, avec des membres COMEX, la direction engagée, jusqu'aux fonctions. Tout le monde a été embarqué, des assistantes, des personnes de région, du siège hyper représentatif, pour que tout le monde puisse donner sa vision de ce qu'est la boîte aujourd'hui. Et donc on a fait un gros travail sur la culture et les valeurs, et on va déployer en 2025. Je peux juste reprendre. Et je pense que ce qui est important, c'est que là, on parle de culture et valeurs. On a beaucoup parlé des collaborateurs. Je vais prendre l'exemple, je me permets de Steeple. Sur les candidats aussi, c'est extrêmement important de se dire les candidats qui viennent chez vous, il faut qu'ils viennent chez vous pour vous. Et si vous ne communiquez pas assez vos valeurs, votre culture d'entreprise, souvent il y a des ratés et il y a de la déception qui va avoir un impact sur notamment votre marque employeur. Et je prends l'exemple de Steeple parce que je pense véritablement, je ne suis pas payée pour le dire, je tiens à préciser, c'est un des meilleurs exemples sur les culture books qui sont faits, qui sont en open source, qui sont disponibles pour les candidats. Et je trouve que c'est un très bel exemple de ce qu'on peut faire pour justement montrer les coulisses de ce qui sont faits dans une société, et que les personnes qui viennent chez vous viennent pas juste pour un poste, viennent pas juste pour un salaire, viennent pas juste pour les conditions, mais viennent vraiment pour une personne qui va l'incarner ou une culture d'entreprise qui est assez forte. Donc c'est extrêmement important de réfléchir aussi communication des valeurs et de la culture d'entreprise pour l'externe et les candidats qui vont venir. C'est intéressant ce que tu dis, parce que nous aussi, ce Culture Book, finalement, ça a été très bien de le formaliser, mais très vite, même au bout de quelques années, c'est devenu le livre du patron. Et en fait, tout ça, c'est quoi une culture d'entreprise? Parce qu'on a des mots, les valeurs, c'est quoi vraiment une culture? Moi j'ai bien aimé aussi quand tu te dis, nous, chez nous, on fait les entretiens à plusieurs. Et en fait, une culture d'entreprise, c'est ça, c'est-à-dire, c'est comment on travaille dans l'entreprise.
comme c'est plus facile de se dire c'est la culture d'un pays, on se dit ah bah ils sont comme ça, nous on n'est pas comme ça, on voit les différences culturelles. Mais une culture d'une entreprise, c'est un peu cette phrase qu'on peut entendre dans une entreprise qui est ah non, ici on ne fait pas comme ça. Ça, et si jamais il n'y a pas cette phrase, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas... C'est faux parce que tout le monde a une culture, tout le monde a des manières de faire différentes. Et d'ailleurs, si personne ne dit ah non, on ne fait pas comme ça, c'est peut-être que la culture n'est pas assez marquée. Donc, nous, au début de Steeple, on avait cette chose, cette culture qui nous a permis de partir de rien et de monter très vite. Et on s'est dit, il faut la sanctuariser. On en a fait un super culture book. Et donc, ça prenait tout ce qui faisait qu'une entreprise en autofinancement puisse grandir, arriver à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. La problématique, c'est qu'après, c'est un peu comme en amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de culture, il n'y a que des preuves de culture. C'est que ces petites phrases de quelqu'un qui dit « Ah non, 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 ça on ne fait pas comme ça ici ». Donc, le problème, c'est que évidemment les premières personnes, c'est les managers, les autres collègues. Et j'ai expliqué tout à l'heure que quand on est en télétravail, c'est très dur d'entendre l'autre qui appelle et qui dit « Ah non, 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 on ne fait pas comme ça ». Que le manager qui peut-être on ne l'a pas assez accompagné, il n'est pas capable de dire « Ah non, non, on ne fait pas comme ça ». Et ce qui fait qu'en fait, les valeurs se sont un petit peu perdues, la culture de Steeple s'est un petit peu perdue, et que moi j'étais toujours avec mon idée de la culture de Steeple des débuts, et que ça s'est détérioré. Et c'est pour ça qu'on s'est vraiment... On a remis à plat en disant non, non, c'est pas possible de s'être autant perdu. Et notamment, on parle c'est le premier élément qu'on a fait. Si on s'est dit, bon, on va en parler aux collaborateurs, mais déjà, il faut arrêter l'hémorragie. Et l'hémorragie, c'était sur le recrutement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès lors où les managers ne sont pas alignés et les RH et le recrutement n'est pas aligné sur la culture de l'entreprise, vous laissez rentrer des personnes qui ne sont pas adaptées à votre culture d'entreprise. Et je prends un exemple tout con, mais chez nous, on change tout le temps. Tout le temps. Du jour au lendemain, on a vu un truc qui ne fonctionnait pas, on le change. Mais on est obligé, parce qu'on est une petite entreprise autofinancée, si on ne fait pas ça, on est mort. Donc on doit changer tout le temps. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a accepté dans l'entreprise des collaborateurs qui ont peur du changement. Et donc ces gens-là se sentent mal. Ils s'en rendent pas compte, mais ils se sentent mal. Donc ils emmènent d'autres personnes qui vont mal avec eux, et c'est pas bien. Donc, moi je dis toujours, si tu n'aimes pas l'eau, tu te sentiras jamais comme un poisson dans l'eau. C'est tout con. Mais, et donc on a des collaborateurs qui disent, tu te sens pas bien, on arrête, et ils partent dans des entreprises plus stables, où il y a moins de changements, et c'est pas grave. Donc c'est pour ça que la première phrase de la philosophie qui dit « connais-toi toi-même », ça vaut la même chose pour les entreprises. Connaissez-vous vous-même. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de travailler avec le recrutement, avec les RH, pour voir, ok, l'agilité, le goût du changement, ça va être quoi les questions qu'on va poser en entretien? Comment on va voir sur un CV? Oui, là, ça fait 20 ans dans la même entreprise, je ne suis pas sûr qu'elle aime beaucoup de changements. Donc c'est pas grave, mais c'est pas pour nous. Et donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener en ce moment. Je peux compléter. Ah bah oui. Alors, je rejoins pour beaucoup, et il y a aussi un phénomène inverse, c'est-à-dire il y a des collaborateurs et des entreprises qui existent depuis 70 ans, comme c'est notre cas, et aujourd'hui je les accompagne en disant c'est pas ah non, 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 on fait pas comme ça ici, c'est on ne va plus faire comme ça ici. Oui. Je prends l'exemple du recrutement, on a cette vieille habitude, alors je sais pas si c'est français ou pas, moi je suis pas française donc je connais pas toute la culture, mais un bon technicien est par définition un bon manager. Non. Non, donc on va plus faire comme ça, on va essayer de s'améliorer, on va définir un référentiel de qu'est-ce que chez nous un bon manager, on va travailler sur la culture managériale, la transformation managériale en profondeur, et j'en passe, c'est des meilleurs. Mais aussi bien sur la partie recrutement, je vous le promets, alors je ne suis pas censée dire ça, mais j'ai entendu un manager récemment me dire, lui on ne le recrute pas parce qu'il a une barbe. Pourquoi ? Simplement parce que culturellement, le président fondateur de l'entreprise, etc., c'est une entreprise familiale, lui, il voulait que tout le monde soit rasé, enfin les hommes principalement, les femmes ont peu de barbe naturellement, il fallait qu'ils soient rasés parce que ça renvoyait une image d'une entreprise propre, haut de gamme, avec un positionnement premium, etc., ce qui est notre cas sur le marché français européen.
Bon, ok, et ça serait chouette qu'on puisse évoluer ensemble désormais là-dessus. Est-ce qu'une barbe est un signe un critère de recrutement? Oui, non. Est-ce que c'est une compétence? Pas forcément. Donc aujourd'hui, le discours, c'est plutôt, oui, la culture, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, et on va essayer aussi de faire évoluer ça en fonction de ce qui se passe là dans l'actualité sur le marché. Tu me fais une très bonne transition justement parce que merci. Tu n'avais pas vu le fil rouge d'avance pourtant, moi non. Du coup, on parle du recrutement, mais on parle aussi, et vous commencez à le mentionner pas mal, de comment ces valeurs et cette culture est incarnée par les personnes qui sont aussi les relais auprès des collaborateurs, et je pense notamment aux managers. Comment aujourd'hui on accompagne les managers pour qu'ils puissent finalement être présents pour leurs collaborateurs, accompagner et développer l'engagement. On sait aujourd'hui, il y a cette phrase, on ne quitte pas une entreprise, on quitte un manager. Parfois, sur certaines études, ça monte jusqu'à 70% des personnes qui vont citer leur manager dans les raisons de leur départ. Donc, il y a peut-être un vrai sujet. Comment on fait pour que les managers ne soient pas un frein à l'engagement? Forcément, il faut les embarquer dès le départ sur ces thématiques, il faut qu'ils soient à l'aise. Il faut les former, il faut leur dédier du temps aussi pour se retrouver entre pairs, qu'ils puissent échanger. Nous, on a un mode d'instance de gouvernance, je vais dire ça comme ça, avec un COMEX, un CODIR, et on a un CODIREL. Et ça, c'est pas forcément commun, enfin, moi je l'avais peu vu auparavant. Et donc ce CODIREL, en fait, c'est le top management, ils sont 60, ils se réunissent 3 fois par an, ils sont tous physiquement réunis sur un format arrivé la veille au soir, on se retrouve, on partage finger food, etc. On échange en toute convivialité, mais on se retrouve et ça c'est hyper fort. C'est tous ces moments un peu formels, informels qui sont hyper importants dans la vie des boîtes. Et donc à ce moment-là, il y a X messages aussi qui passent. Je sais que la DRH, le PDG, c'est un moment hyper important pour dédier du temps en individuel. Ils ne sont pas en visio, ils ne sont pas en train de traiter un problème autour d'un permis de construire qu'on n'a pas eu, je ne sais pas quoi. Donc ça c'est hyper important. Et après, ils ont une journée dédiée le lendemain où ils sont réunis, tous ensemble. Ils ont forcément des prises de parole internes sur la matinée, mais après ils ont aussi une multitude d'intervenants externes qui viennent les accompagner, les coacher. Ça 3 fois par an, c'est hyper reconnu chez nous. Et donc ça fonctionne bien. Donc il faut aussi créer ces moments où ils le vivent vraiment comme une marque de reconnaissance. Donc ça c'est hyper important. Ils sont tous au rendez-vous, il n'y a pas d'absent. Parfois même certains en posent un congé. Non mais j'annule, je suis là ce mardi, ce mercredi. Enfin ça c'est un vrai rendez-vous chez nous. On arrive à capter leur attention, à les embarquer. Et il y a pas mal de choses qui évoluent chez nous avec ces CODIREL, ces comités de direction élargis, où tout le top management est présent. Et c'est aussi des moments sur les formats après-midi, où il y a des vrais livrables qui sont produits à ces moments-là, de façon collégiale, en groupe, et ça switch, et il y a plein de méthodes qui existent. Mais chez nous, ça c'est assez riche. Et puis aussi avec des intervenants de qualité, etc. On a eu l'ancien DRH de Mazars au dernier qui est venu, on a eu un expert IA, parce que c'est un sujet chez nous actuellement. Pour prendre l'exemple de l'IA, alors je dévie, mais c'est pour ramener au management. Pour les embarquer, donc on a eu en début d'année, de la demande de notre direction, de notre PDG, un gros challenge IA qui a été lancé. La com interne avait 6 mois pour acculturer et mettre à niveau toute la boîte, de janvier à juin. On a réussi. Donc le challenge IA, le deal, c'était pour moi d'avoir 30 dossiers déposés par les métiers. Ils devaient le faire de façon collaborative, à 2 ou 3 à déposer le dossier, vraiment des actions concrètes qui, dans leur quotidien, pouvaient faire évoluer les choses. On a eu 91 dossiers déposés, 2 tiers de la boîte participante, donc ça a été un beau succès. Il y avait des belles carottes à la clé, ils ont couru. Mais non, on m'avait donné aussi un budget, mais c'est là aussi où la direction, elle met sur la table les moyens, elle se donne les moyens aussi d'atteindre, ok, derrière on va développer des solutions à plusieurs milliers d'euros, mais là, le collaborateur, on lui promet une box relais château à 4 000 euros, il propose un dossier et il se creuse un peu les ménages, et il y a eu une belle collaboration qui est née de tout ça. Et où je veux en venir, c'est que on ne pouvait pas y arriver sans les managers. Et donc là, c'est vraiment le PDG, la DRH, des membres du COMEX qui ont été ambassadeurs de la démarche, qui ont animé des webinaires réguliers. Le deal aussi, c'était quand on a vu que ça a commencé à prendre, pourquoi il y aurait 3/4 des agences qui jouent le jeu et il y en a 3/4 qui jouent les Gaulois, ils ne participent pas. Bon voilà, on va faire un petit webinaire avec les managers, ils n'ont peut-être pas bien saisi le truc, ils n'ont peut-être pas bien relayé en local.
Et donc on a réussi à avoir à 100% le siège et toutes nos agences qui ont participé, qui ont à minima déposé un dossier. Et donc c'était vraiment dans cette culture d'embarquer. On leur a dédié des temps, des visios sous format petit-déj, 8-39 heures pour leur réexpliquer le challenge, balayer avec eux les premières idées qui étaient proposées. On leur délivrait un peu des infos en exclu. Et donc ça, on a réussi à embarquer. Il ne faut surtout pas oublier d'embarquer tous les managers à leurs différents niveaux hiérarchiques qu'ils peuvent avoir les uns et les autres. Je vais juste rebondir. Ça marche ou pas? Non, je sais pas. Ah, si, merci. Je vais juste rebondir sur ce que tu disais, Anne, sur le fait qu'on quitte, on dit souvent qu'on quitte un manager et pas une entreprise. Je pense que c'est important au niveau RH d'avoir en tête que, enfin ça c'est ma conviction, sans les managers on ne peut rien faire au niveau RH. C'est vraiment le relais de tout ce qu'on met en place. Donc l'accompagnement c'est hyper important, mais c'est surtout que souvent on tape beaucoup sur les managers. Je pense que manager, c'est une des fonctions, pour ceux qui managent ici, je pense que c'est une des plus difficiles parce qu'on gère de l'humain. Et souvent, les managers gèrent leurs émotions, les émotions de leurs équipes, souvent l'émotion de leur boss aussi, avec un objectif individuel, un objectif collectif, etc. etc. Bon, bref, vous connaissez. Donc, c'est extrêmement compliqué d'être manager, d'où la nécessité, de les former, mais c'est aussi d'apprendre à ce qu'ils communiquent avec leurs équipes et à faire savoir ce qu'ils font. Le faire savoir, c'est comme les RH, souvent on fonctionne en boîte noire et on ne communique pas sur ce qu'on fait. Et je pense que les managers, souvent, c'est aussi un biais qu'ils ont de ne pas communiquer, de ne pas expliquer à leurs équipes ce sur quoi ils bossent, c'est quoi leurs objectifs, comment ils fonctionnent. Et du coup, ça crée forcément une distance avec les équipes ou des incompréhensions, des frustrations, enfin tout ce que je peux faire, tous les synonymes qu'on veut. Voilà, donc il y a vraiment un sujet aussi d'accompagner les managers pour leur apprendre à communiquer, à plus de transparence avec leurs équipes. C'est extrêmement important. Après, si on parle plus de comment on peut les accompagner également, alors pour le coup, je suis plus dans une structure à taille humaine d'une petite centaine de collaborateurs, donc j'ai moins de budget que dans des grosses sociétés, donc il faut être souvent faire preuve de créativité sur comment on peut les accompagner avec moins de budget, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir énormément de budget et de se cacher derrière « j'ai pas de budget, donc je ne fais rien ». C'est plus de la facilité, donc il faut plus apporter des solutions, en tout cas essayer d'en apporter, et c'est assez, il y a plein de choses qui existent pour accompagner les managers, donc si on n'a pas la possibilité de faire appel notamment à du coaching qui peut être très intéressant pour certains managers, pour le coup ça a quand même un coût, donc on ne peut pas forcément toujours se permettre pour tous ces managers. En tant que RH, on peut facilement aussi les accompagner avec des formations régulières qu'on peut créer soi-même. Moi c'est ce que je fais, c'est des petites formations, on va leur apprendre les bases au niveau soft skills de comment on fait un feedback, c'est quoi l'écoute active, c'est comment on définit les objectifs SMART, comment on fait un entretien d'évaluation, la communication non violente. Bon, bref, il y a plein de choses qui existent sur lesquelles on peut les former, les accompagner pour leur donner un peu un système de boîte à outils. Et cette boîte à outils-là, c'est aussi leur communiquer des ressources. C'est des choses qui sont assez simples, recommandées. Alors, c'est pas les noyer sous plein d'informations, mais quelques livres clés, quelques podcasts, je vais y arriver, clés qui sont importants sur le rôle de manager pour qu'ils puissent s'inspirer d'autres bonnes pratiques à l'extérieur. Donc c'est plein de choses qu'on peut leur communiquer en créant tout bêtement des chaînes dédiées sur Slack, Teams ou autres outils, Steeple aussi par exemple, si vous l'avez chez vous. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent exister où on peut leur communiquer des bonnes pratiques. Et ensuite, il y a, on en a parlé tout à l'heure, il y a le collectif et l'intelligence collective. C'est important que les managers ne soient pas isolés. Et pour ça, on peut créer plein d'animations, d'intelligence collective, d'ateliers de co-développement, des masterminds, ce genre de choses qui sont très faciles à mettre en place, qui ne demandent pas beaucoup de travail, qui ne demandent aucun budget et qui permettent de créer de l'animation, de la cohésion, des partages de bonnes pratiques entre vos propres managers. Donc c'est important de s'inspirer des bonnes pratiques du coaching aussi, vous en tant que RH, pour pouvoir mieux accompagner vos managers. Je peux compléter aussi. Alors effectivement, sur cette partie mise en place d'outils, etc., je rejoins complètement. Et ce qui est important pour nous et qu'on fait aujourd'hui de plus en plus, c'est aussi de le maintenir dans la durée. Typiquement, un manager arrive chez nous, il va suivre tout un parcours de formation de séjour, donc c'est du temps, de l'investissement. Puis on va travailler ensemble sur le référentiel managérial, j'en passe des meilleurs. Mais une fois que vous avez suivi votre formation, ça fait souffler.
vous avez tout oublié. Donc ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est effectivement des moments de co-développement. Alors moi je fais partie d'un groupe, on est une dizaine de managers. Le côté très formel du co-développement, de faire ça sur temps de travail, en fait ça nous a cassé les pieds. Donc on a décidé de créer un groupe WhatsApp et en fait on se fait des after co-développement autour d'une bière. Donc on prend un saucisson, une bière, on passe 2 heures ensemble et on parle que des thématiques managériales. C'est-à-dire c'est quoi tes sujets, on utilise des outils effectivement de coaching et tout ce qu'on a vu en formation et ça nous permet de revoir et revoir et revoir tous les outils, mais aussi d'intégrer les nouveaux managers au sein de ces équipes-là pour créer une dynamique managériale. C'est super parce que je trouve que pour un manager, il y a le plus compliqué, et dans l'accompagnement on voit que c'est le plus compliqué, c'est la notion de courage managérial. Et ça quand on parle d'engagement, mais le problème c'est que si jamais un manager n'a pas le courage de prendre un moment les bonnes décisions, eh ben, il va tirer vers le bas toute son équipe, parce que des fois c'est les décisions difficiles d'un jour qui provoquent des cas compliqués de demain. Le problème c'est que c'est pas évident, et notamment pour des managers qui étaient avant des collègues. Ça, la veille, vous buvez des coups avec votre collègue, le lendemain, vous devez lui dire « t'es pas assez performant, on va travailler sur ta performance, et si ça va pas, on ne pourra pas continuer à travailler ensemble. » Ça c'est compliqué. Et donc, ce que j'adore dans tout ce que vous expliquez, c'est la même chose qu'on essaye de faire aussi chez Steeple, c'est de dire, quand on est nommé manager, on change d'équipe. Et ça, c'est tout con, mais c'est le cas. L'équipe n'est plus celle qu'on manage, parce qu'elle peut changer, parce que s'il y a un problème, si on se tourne vers eux, c'est pas vers eux qu'il faut se tourner, c'est vers ses pairs. Et le codirel, tout ce que vous mettez en place, le saucisson de bière, et c'est ça en fait, c'est se dire, demain, t'es en galère, c'est ces personnes-là qu'il faut aller voir, parce qu'elles vont te soutenir, et en plus de créer du lien, ça fait en sorte que si jamais vous avez un collaborateur qui vous dit « Ah là, j'ai un problème avec tel service », vous allez dire « Attends, moi je le connais, je sais que c'est quelqu'un de professionnel, il y a sûrement une bonne explication » plutôt que de dire « Ah ouais, t'as raison, ils sont relous, et là c'est le pire que tout, vous créez des silos et ça tue l'entreprise. » Je peux encore rajouter un petit mot en complément de ce que tu dis, c'est-à-dire les managers, les nommer et les changer d'équipe. Ce qu'on a aussi mis en place et qui fonctionne extrêmement bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus les RH qui nomment les futurs managers, ce sont les futurs équipiers qui nomment leurs propres managers. On fait le tour des popotes. On leur communique le fameux référentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend d'un leader, d'un manager, que sais-je encore. Sur la base de ces attendus, est-ce qu'ils ont un nom qui leur vient en tête, sur lequel ils souhaitent se positionner? On a d'excellents exemples de réussite. On a aujourd'hui 3, 4, 5, 6 leaders sur une année qui s'éclatent dans leur job. Ça facilite l'intégration, ça facilite la prise de poste, etc. Et qui sont dans leurs équipes, là où ils étaient collègues avant. Et donc en fait, ils deviennent crédibles dès le départ et ça fonctionne extrêmement bien. Et en fait, le processus, on le fait en 15 jours. Donc on a créé un petit mode opératoire. Alors ça va pas, on n'a pas réinventé l'eau chaude non plus, mais ça se fait vite, ça se fait facilement. Mais c'est tellement puissant. Enfin, moi, je suis complètement ébahie par les collaborateurs qui disent « Ah là là, c'est génial » et en plus, on a notre mot à dire. Et encore une fois, les collaborateurs eux-mêmes sont d'autant plus engagés parce que c'est eux qui ont choisi leur futur manager. Enfin, c'est ultra puissant. Pardon. Très rapide. Donc, je rejoins tout ce qui a été dit. Là, chez Kaufmann Emeraude, on sort d'un parcours qui a pris 3 ans à former 100% des managers, tous niveaux confondus. Alors, on n'a pas de superviseur, mais l'idée, c'était de balayer l'ensemble de tous les managers de l'entreprise. Et donc c'était un parcours qui était monté sur qu'est-ce qu'un manager responsable, leader, coach, communicant. Et donc il y avait tout un programme qui avait été monté sur mesure sur ces thèmes-là. Et puis les aider aussi sur des thèmes de prise de parole, enfin voilà, des vraies formations qui leur étaient dédiées en fonction des besoins qui avaient été exprimés à l'époque. Et donc là, on ressort d'une phase de test avec les équipes RH, entre autres. On était une vingtaine de testeurs, une formation qui s'appelle Agent Will, et sur des thèmes où ils nous ont demandé de les accompagner, de les outiller. Donc, entre autres, je ne vais pas me souvenir de l'ensemble des thèmes, il y a 10 sessions, mais c'est même sur se connaître, s'organiser,
Et c'est vraiment des thèmes où c'est sur 2 heures avec un coach, ils peuvent avoir des sessions de coaching individuelles à la demande, etc. Mais il faut les accompagner, c'est des vraies marques de reconnaissance. Derrière, ça apporte de la fidélisation, de l'engagement. Ils sont aussi reconnaissants que l'entreprise les aide à grandir. Et donc derrière, forcément, ça augmente cet engagement. Et puis j'avais pensé à un exemple que tu avais donné, ton exemple c'était sur... je l'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai donné comme... Non, mais ça me reviendra, je le dirai tout à l'heure. Les managers qui changent d'équipe? Non, mais ça me reviendra. Ça reviendra dans le fil de la conversation. Donc on a effectivement donc ces managers qui vont être au quotidien avec les équipes, hein, qui vont être garants des valeurs, garants de la culture et qui vont aussi pouvoir être des ambassadeurs de l'entreprise. Il y a aussi toutes les actions que l'entreprise peut mettre en place autour de tout le parcours du collaborateur une fois qu'il est recruté, hein, que ce soit des collaborateurs ou des managers ou des directeurs. Quels sont les parcours que vous proposez pour pouvoir peut-être onboarder, pour pouvoir offboarder parfois aussi, hein, on s'en est parlé, mais aussi toute la partie entre les deux, des collaborateurs qui évoluent, qui parfois ont envie de changer de métier, de changer d'entreprise. Comment on accompagne et on garde l'engagement présent pour fidéliser? Je pense qu'effectivement... oui, t'en parlais, je pense que les sujets onboarding, offboarding, c'est hyper important. L'onboarding, le pré-onboarding, bien structurer les choses, créer du lien avec les équipes. Enfin, on parlait tout à l'heure de valeurs, mais on ne peut pas parler d'esprit d'équipe si, dans le cadre d'un onboarding, vous n'allez pas présenter le nouvel entrant aux autres pôles, aux autres... les synergies sociales sont extrêmement importantes quand quelqu'un arrive dans une boîte, et c'est pas pour rien que 4% des collaborateurs, quand ils arrivent, dès le premier jour, ils s'en vont. Enfin, 4%, c'est juste énorme en termes de stats. Donc c'est des choses qu'il faut ritualiser. C'est pareil, le offboarding, souvent, on fait un peu l'impasse dessus parce que, bon, la personne s'en va. Fine. Mais c'est extrêmement important de le soigner parce que du coup, très clairement, vos collaborateurs qui partent, c'est vos ambassadeurs ou détracteurs de demain. Donc c'est important de les soigner et surtout de comprendre pourquoi ils s'en vont. C'est quand même là où les personnes vont être complètement libres ou se sentir complètement libres de dire les choses sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Donc ce qui fonctionne bien et sur lesquels vous allez pouvoir capitaliser, ce qui fonctionne moins bien et sur lesquels il faut travailler. Donc c'est vraiment une mine d'informations qu'il ne faut pas du coup négliger. Et ensuite sur l'entre-deux, donc entre le on et off-boarding, en espérant que l'off-boarding arrivera souvent le plus tard possible. Il y a des sujets aussi je parlais tout à l'heure de co-construction. Donc notamment, nous, on essaye beaucoup de s'inspirer de ce que font d'autres pôles d'expertise. Par exemple, je prends l'exemple du marketing, de se dire, ok, dans je sais pas, une agence, peu importe, de vêtements, souvent ils vont aller s'inspirer de la satisfaction, par exemple, de leurs clients. Donc c'est essayer de calquer ce que font les autres expertises à nous, notre expertise au niveau RH. Donc penser à faire un INPS, des sondages en interne, la perception qu'ont les collaborateurs de ce qu'on met en place, parce que c'est bien de mettre des choses en place, mais s'il n'y a pas la perception qui va avec, ça ne sert à rien. Donc questionner régulièrement ses collaborateurs. Co-construire aussi, très clairement. Je sais que moi j'ai dû complètement retravailler les trajectoires de carrière, les mappings de compétences en interne, sauf que toute seule, je n'étais pas en capacité de le faire techniquement sur des métiers très tech, donc je les ai co-construites avec les équipes. Si les équipes co-construisent avec moi les trajectoires de carrière, les compétences qu'on va attendre par niveau de seniorité, forcément ça va leur parler, forcément quand ils vont être évalués, ils vont se référer à ça, c'est des choses qu'ils ont créées avec moi, donc ça va forcément les impliquer d'autant plus, leur manager également, et ce sera lisible. Et donc du coup, ils vont plus facilement pouvoir se projeter dans la suite de où on les attend, pourquoi on les attend là. Et ce ne sera pas une belle matrice qu'on aura fait de notre côté RH, et qui sera illisible par rapport aux collaborateurs. Donc je pense que quand on parle d'engagement et de parcours tout au long d'une entreprise, la co-construction, elle est extrêmement importante. Alors on ne peut pas co-construire sur tout et n'importe quoi, sinon on ne va jamais s'en sortir, et puis à un moment donné, il faut prendre des décisions. Mais en tout cas, c'est important que les collaborateurs se sentent vraiment investis sur ce qu'on va produire et ce qui va avoir un impact sur eux dans leur trajectoire dans une entreprise.
Je rebondis sur ce que tu dis autour de tout ce parcours, et puis même d'ailleurs, j'y pensais en regardant, on est 3 collaborateurs Steeple dans la salle, on est 3 aussi à avoir déjà effectué une mobilité interne au moins chez Steeple. Comment on... 4 Ah oui. Ah oui, je t'avais pas vu, t'étais caché. Donc 100% en fait. Donc comment chez Steeple on accompagne l'engagement des collaborateurs dans la durée? La trajectoire de carrière, c'est très intéressant, et je pense qu'on s'est pas mal foiré ces derniers temps chez Steeple, parce que c'est pareil, quand des collaborateurs rejoignent une entreprise au début, l'entreprise a grandi, du coup il y a ceux qui font de la mobilité verticale, d'autres de la mobilité horizontale, et effectivement on n'avait pas assez bien posé ça, parce que la question c'est, on parle d'engagement, mais pourquoi un collaborateur s'engagerait? Pourquoi? Et nous, je pense qu'on a aussi beaucoup de collaborateurs qui ont envie d'apprendre, de continuer à apprendre. Donc pour continuer à apprendre, il y a effectivement de la mobilité horizontale, devenir manager, mais ce n'est pas fait pour tout le monde, comme tu l'as dit Anna. Donc on peut continuer à apprendre sur son expertise aussi, et à condition de valoriser aussi, parce qu'on n'est pas toujours bon dans la valorisation de la montée en compétence sur une expertise. À partir du moment où on devient meilleur à faire plus vite, mieux son boulot en moins de temps, ça vaut de l'argent, ça vaut aussi de la reconnaissance. Donc valoriser ça, et puis aussi mettre en place cette mobilité interne qui fait que, oui, les nouvelles générations vous disent on a envie de changer de job, mais elles ne vous disent pas on a envie de changer d'entreprise. Et on était l'autre jour à Marseille avec la mairie de Marseille, donc quelqu'un qui intervenait, qui disait nous on a 2500 salariés, 2500 métiers. Elle dit j'ai de quoi remplir des dizaines de vies de personnes qui ont envie d'apprendre des nouveaux métiers. Et c'est vrai que je suis assez... il y a des chefs d'entreprise, quand je discute avec eux, ils me disent non, la mobilité interne, je ne fais pas. Je dis quoi? Ils me disent non, ça gère du bruit, il y a des gens qui postulent, et puis oui, et puis ça déshabille une équipe pour habiller une. Et en fait, il me dit oui, mais en plus on a tellement de problèmes de turnover que j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Justement. Mais justement. Et du coup, on continue de discuter, mais je lui dis, mais tu te rends compte que si, là, sur un poste que tu as un collaborateur qui est intéressé, il va apprendre un nouveau métier, tu vas l'accompagner, il va se réengager pour un cycle, et toi, ça ne fait toujours qu'un seul métier à recruter. Et il dit, ouais, c'est pas con, mais il n'avait jamais fait le lien. Il n'avait pas fait le lien. Donc, évidemment, à la mobilité interne, il faut accompagner les collaborateurs, et aussi, il faut accompagner les managers. Parce que c'est en lien avec la question d'avant, c'est que dès lors où ils se sentent comme une équipe, ils n'ont pas l'impression qu'on leur pique quelqu'un, ils disent ah non, tu me laisses mon gars. Ils comprennent que c'est un sens collectif. Mais c'est énorme pour engager les collaborateurs. Alors, nous, c'est pas un sujet qui était forcément valorisé en termes de com, mais c'était une réalité d'avoir des sujets de mobilité géographique, horizontale, etc. Et donc ça fait maintenant 2 ans qu'on le communique régulièrement, en interne, en externe, on a des super bons retours dès lors qu'on le fait. C'est aussi, là encore, une marque de reconnaissance. Et tout au long du parcours des collaborateurs, dès qu'on peut le faire, c'est hyper important. Donc ces sujets de mobilité, là juste avant de revenir cet après-midi, je le disais, des coms qui ont été faites par les équipes, des alternants, et ils sont au rendez-vous, et il faut savoir les écouter aussi. La Gen Z est en pleine puissance. Et en fait, là, les coms que je relisais et que je partage avec vous, c'est des témoignages d'une quinzaine d'alternants stagiaires qu'on vient d'embaucher en CDI. Et on va diffuser ça dans les semaines à venir, donc demain en interne, sur les semaines à venir sur nos réseaux sociaux. Et en fait, ça ressortait dans quasi 100% des 15 témoignages qu'ils avaient aussi, parce que c'est donnant-donnant, oui, on leur a proposé un CDI, mais est-ce que vous voulez rester aussi ? Et donc oui, il y a vraiment cette idée de je souhaite rester, je souhaite grandir chez Kaufmann, je sens que je peux apporter des choses et je sens que l'entreprise peut m'apporter des choses. Et il y a vraiment ce sujet d'imaginer, déjà de se projeter sur aujourd'hui j'occupe ce poste, mais je vois que chez Kaufmann & Broad, peut-être que je vais pouvoir me diriger rapidement vers d'autres métiers. Je pense que ça ressort aussi beaucoup, parce que ça fait 1 an qu'on a pas mal communiqué sur des mobilités géographiques. On va sur le terrain, on rencontre des personnes qui, là j'ai un exemple en tête, on a tourné une vidéo à Lille en juin dernier. C'était une collaboratrice qui avait commencé chez Kaufmann & Broad en stage au siège, après elle est partie à Lyon, et après elle a fini à Lille. Elle bosse sur Lille et Strasbourg, et en fait ça a suivi son parcours de vie, les mobilités de son conjoint, etc. Mais la boîte a été là pour l'accompagner dans son parcours,
Et ça, c'est hyper riche et c'est hyper reconnu. Et pour embarquer, parce que l'idée, c'est pas seulement d'attirer, de vendre tous les avantages de la boîte, c'est aussi dans la durée, il faut que les collaborateurs, ils se sentent vraiment... ça rejoint les valeurs, mais nous, chez nous, par exemple, on a un fonds de dotation qui soutient des actions, des associations qui mettent en place... qui ont pour thèmes principaux l'éducation et l'égalité des chances. Donc on soutient des associations comme Duo for a Job, Sport dans la ville, Télémac, Hélène Keller avec un programme Plan Vue qui fait du dépistage dans les écoles, etc. Et donc on en a 7-8 des assos comme ça. C'est pas juste un chèque que Kaufmann et Broad fait tous les ans à l'assos et voilà, on vous soutient, on met nos logos, c'est super. Non, il y a du mécénat de compétences derrière. Les collaborateurs, il y a plusieurs appels à bénévolat tout au long de l'année. Et c'est vraiment, ça embarque, c'est une dynamique. Et ça, c'est hyper fort aussi. Il faut que chacun puisse se retrouver, donner un peu de soi dans les actions qui sont proposées par l'entreprise. Et justement, alors, comme je rebondis sur ce que tu dis, vous mettez beaucoup d'actions en place. Dans chacune de vos entreprises, il y a la notion de mettre ces actions en place et puis il y a aussi la notion de les partager en interne, de les rendre visibles et accessibles, parce que c'est pas tout de le faire, mais il faut savoir le communiquer. Comment, justement, chez MXN, vous avez dynamisé finalement un peu et surtout rendu accessibles toutes vos initiatives? Alors, plusieurs réponses à la question. Déjà, historiquement, on est une entreprise qui communique énormément en interne, pas du tout en externe. On ne sait pas faire. Bon, c'est comme ça. En interne, on communique de manière formelle au travers de plein de rituels. Tous les mois, on fait ce qu'on appelle les instances de partage d'informations. Donc, on reçoit de l'information, c'est très descendant, c'est un peu chiant. Et ensuite, on fait la restitution de toutes ces informations à l'ensemble des équipes. Les infos, c'est quoi les chiffres ? C'est où est-ce qu'on en est dans le carnet de commandes, etc., etc. Une fois par an, on a un rituel où le contrôle de gestion présente le résultat de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs. C'est assez dingue, enfin, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui le font concrètement, donc c'est vraiment très chouette. Et donc ça, c'est pour le côté un peu formel. Dans le côté informel, 2 fois par an, on fait des rassemblements du personnel. Et là, le dernier qu'on a fait, donc on s'est retrouvé à chanter au karaoké avec le président de la boîte, donc de manière très simple. Et par ailleurs, évidemment, au travers d'outils, donc jusqu'à présent, on avait un vieil intranet, donc sur 1200 salariés, on avait 100 vues par mois, donc c'était chouette. Sur l'ensemble des articles qu'on postait, on disait ouais, génial. Et puis là, plus récemment, on a choisi une solution, alors Steeple pour pas les citer, je sais pas si vous avez entendu parler de cette boîte. Donc on l'a déployé il y a 1 mois et demi, dans le but de justement mettre à disposition l'ensemble des informations. Et alors, moi j'étais un peu réfractaire pour tout vous dire. Pourquoi du comment? Parce que je me suis dit, en milieu industriel, avec des gens qui n'ont pas d'adresse mail, qui n'ont pas de téléphone, pour certains qui ne parlent pas très bien français, on va un peu sortir les rames. Bon, comment ça s'est passé in fine? Fin septembre, je me suis déguisée en singe. Je suis allée bosser la nuit, non mais je déconne pas en plus, hein, avec la responsable communication, avec le DG, avec tous les responsables alors vous appelez ça le CODIR, on appelle ça le collectif de direction. Donc tout le monde était présent, on s'est tous ramenés dans l'usine, etc. Et aujourd'hui, concrètement, on a un taux d'adhésion de 93%. C'est les chiffres de ce matin. Donc, on est complètement ébahis, épatés. Alors, on les a un peu contraints sur certains sujets. Moi, par exemple, j'ai dit, je ne mettrai plus d'offres d'emploi dans les ateliers. Je ne ferai plus le tour des ateliers pour diffuser la petite liste avec... alors, on a tel poste à pourvoir. Enfin, stop, ça suffit. Donc maintenant, tout est disponible sur Steeple. Allez-y, allez voir. Le CSE a ultra bien joué le jeu, donc là ils ont commencé à mettre toutes les offres, vente de bûches de Noël, de je sais pas quoi, enfin c'est génial. Et donc les collaborateurs, ça y est, ils commencent à prendre goût. Et là où ça devient très chouette, c'est que ça y est, ils commencent à nous solliciter en direct. Enfin moi je reçois des messages, ah, coucou, j'ai ma fille qui cherche un stage, est-ce que tu peux m'aider? Bah oui, évidemment. Ah bah coucou, j'aimerais bien refaire mon CV parce que je veux quitter la boîte, est-ce que tu peux m'aider? Mais évidemment, bien sûr. Donc, et après c'est, bah coucou, en fait j'ai changé d'avis, est-ce que je peux revenir? On a aujourd'hui 10% de salariés qui renvoient leur candidature après le départ, donc c'est plutôt chouette. Je sais pas si ça répond à tes questions. Ouais. Moi j'aime beaucoup ta réponse. J'ai pas été payée pour le dire. Donc. Non, promis. Je passe la main. Ouais, je pense qu'en termes de communication, c'est important de ritualiser les moments de communication pour partager tout ce qu'on fait en entreprise. Et ça peut être des choses assez simples. Nous, par exemple, on a tous les mois, on a un système de breakfast
Les croissants des viennoiseries, ça fait beaucoup de gens, donc faut pas éviter d'investir. Mais où on va partager tous les mois voilà, les actus, les personnes qui vont arriver. On met en avant un projet, parce que l'esprit d'équipe, c'est dans nos valeurs. Donc l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas que 2 personnes qui parlent à chaque breakfast, mais faire intervenir toutes les personnes qui ont participé au projet pour l'expliquer. Voilà, il y a le CSE qui intervient, donc on a vraiment ça tous les mois et c'est ritualisé. On met en place aussi des systèmes de ce qu'on appelle des talks en interne. Donc là, pour le coup, on a un des associés et moi, généralement, et souvent moi toute seule quand il n'y a pas d'associé. Toutes les personnes qui veulent, dans la limite de 20 collaborateurs, peuvent s'inscrire. Il y a une boîte à questions anonyme qu'on envoie, un questionnaire, pour que les personnes n'aient pas peur de poser leurs questions, parce que je risque de les traumatiser. Donc il faut qu'ils se sentent libres de poser toutes les questions qu'ils veulent. Et l'objectif, c'est poser toutes les questions. Toutes, business, RH, pourquoi on a fait ça, pourquoi on n'a pas ça, pourquoi il n'y a pas plus, voilà, pourquoi on ne fait pas la semaine de 4 jours, pourquoi, bref, toutes vos questions, et on va y répondre. Ça permet aussi de vraiment permettre à tout le monde de poser ces interrogations, d'y répondre, et d'aller sur la transparence la plus large qu'on puisse possible. Puis après, il y a du classique, séminaire, plan strat, etc. Donc ça, c'est pour notre com en interne. Après, sur la com externe, pour le coup, on a lancé un grand projet d'employé advocacy. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais quand vous communiquez en externe, notamment sur les réseaux sociaux, les pages très clairement entreprises sont généralement assez peu suivies. Et puis bon, c'est souvent la propagande de la boîte, donc les candidats y croient pas forcément. Par contre, quand c'est les collaborateurs qui communiquent d'une société, là ça a beaucoup plus d'impact et de résonance auprès de futurs clients, de prospects, de candidats, de même anciens salariés qui peuvent devenir des salariés boomerang. Donc c'est hyper important de sensibiliser, de créer une communauté d'employés advocacy. Attention, c'est pas des hommes sandwich. C'est hyper important, c'est pas non plus, c'est des volontaires, il ne faut pas que ce soit, on impose aux collaborateurs de le faire, sinon ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, créer des ateliers sur les familiariser principalement en fonction des réseaux sociaux en termes d'activité, mais notamment déjà la base, LinkedIn, comment ça fonctionne, mettre à jour tous les profils, les photos, les bannières, le contenu, les présentations de la société, et après leur donner les bases du copywriting, comment est-ce qu'on rédige un post, les accroches, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut le dire, essayer de les initier à des lignes éditoriales par rapport à leur propre vécu, leur propre expertise, puisque le but c'est pas juste de communiquer sur la société, en l'espèce nous, notre agence, un peu quand même c'est bien, mais c'est aussi qu'ils sont en capacité de relayer les informations fortes de la société, mais aussi de parler de leur propre expertise et qui développent leur marque personnelle. Parce que c'est un avantage, pour la société, mais aussi pour les collaborateurs. Ça va leur permettre de faire leur veille mieux, de prendre contact avec des pairs, de partager leur expertise. Donc c'est extrêmement important aussi en com externe d'exploiter la partie employé advocacy pour partager les valeurs et les cultures d'une société. Et du coup, là, vous êtes plusieurs à parler de cette culture finalement assez transparente, d'être honnête. Tu parlais d'ailleurs, Anna, et ça m'a fait penser à quelque chose. Tu parlais de l'entreprise qui vient partager les résultats, qui vient partager. Ça me fait penser à donner cet aspect où on donne du sens aux collaborateurs. Et moi, ça me rappelle une petite histoire, Jean-Baptiste, que tu racontes très bien. C'est vrai que quand on écoute des collaborateurs désengagés, ils vous disent aussi une phrase, c'est souvent « de toute façon, ce que je fais, ça sert à rien ». Et nous, je pense que ça nous est arrivé aussi, parce qu'encore une fois, quand on grandit, ce sens qui était omniprésent, et qui vient souvent du client, et des témoignages comme tu l'as fait, il tend à s'estomper. Et pourtant, c'est très fort. Moi, je pense que tu fais référence à l'histoire du tailleur de pierre. C'est ça ? Est-ce que vous connaissez l'histoire du tailleur de pierre ? Bon, je vous la fais rapidement parce que je vois l'heure qui file et qu'après il y a le cocktail. C'est quelqu'un qui marche sur un chemin et puis il voit le long du chemin quelqu'un qui taille une pierre. Un tailleur de pierre, mais il le fait avec une passion, vraiment un dynamisme fou, et du coup il ne peut pas s'empêcher d'aller le voir et lui dire « Mais monsieur, mais vous taillez cette pierre merveilleusement bien, qu'est-ce que vous faites ?» Et il lui dit « Je construis des cathédrales. » Et en fait, des fois on oublie ce qu'on fait. On oublie
Et des fois, on ne le sait pas. Moi, je me rappelle par exemple pendant le Covid, de la grande distribution de l'agroalimentaire qui devaient aller travailler, qui se sont dit, en fait, on nourrit la France. Et oui, et en fait, c'est comment la communication interne participe à rappeler, et c'est l'image de cette expression française, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, c'est d'essayer de faire conscientiser à chacun comment les petites actions du quotidien vont nourrir un projet plus grand. Et nous, on a utilisé un outil pour ça qui s'appelle les OKR. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est très simple, on a nos objectifs sur les 5 prochaines années, sur l'année, sur le trimestre qui sont définis, et après chacun va partir dans des ateliers avec leurs équipes pour dire ok, par rapport à cet objectif, moi je pense que si je fais ça de cette manière et je me fixe comme objectif ça, ça va venir contribuer à ça, qui va venir contribuer à ça, qui va venir contribuer à ça. Et après on met tout sur un document qui est partagé à toute l'entreprise et on est responsable de son objectif. Et donc ça c'est vraiment rattacher chaque action du quotidien au grand projet de l'entreprise. Donc sur le même item, ça fait 1 an et demi chez Kaufmann Emeraude, on a lancé ces sujets aussi de sens et d'être présent pour un enjeu et un objectif plus grand que sa tâche quotidienne. C'est l'exemple du tailleur de pierre. Et voilà, on a fait des groupes de travail en interne, etc. Ce qu'a donné, bâtir c'est agir, donc on construit les villes. Bâtir c'est agir pour la ville, pour l'humain, pour la planète. Et derrière on a fait des déclinaisons, on a des vrais projets preuves à l'appui, où les équipes sont impliquées, sont au quotidien sur ces projets concrets, où on bâtit la ville de demain, plus bas carbone, plus inclusive, et chacun dans son quotidien, quel que soit le métier, donc chez nous on a une 50aine d'emplois différents, comment concrètement au quotidien je m'engage. Donc ça a été un travail de fond par métier, entre pairs, et donc il y a eu tout un livrable de comment au quotidien, même un comptable, et au début ça leur paraissait hyper délirant, mais sans eux qui payent les fournisseurs, ou Kaufmann Emeraude, on est sur tout le territoire français, on accorde une grande importance à la proximité avec les fournisseurs, avec tous les artisans qui travaillent pour nous, tous les corps d'État. En fait c'est hyper riche, et donc ça reprend l'idée que tu disais, donc ce mojo, bâtir c'est agir pour la ville, pour l'humain, pour la planète, et ça après on le retrouve partout, mais ça fait aussi partie, avec le projet Valeurs qui arrive l'an prochain, ça va évoluer un peu, mais là, à date, on le retrouve dans les entretiens annuels, et ça transpire au quotidien, et ça c'est hyper important. Je pense que là, on s'est partagé pas mal d'éléments. Moi, ça m'amène presque à vous faire cette conclusion exclusive. Après 8 dates à travers toute la France, je pense qu'on en revient toujours à une recette assez intéressante autour de l'engagement, cette notion de connaître sa culture d'entreprise, être transparent, bien la communiquer, bien l'incarner avec les managers, et ensuite derrière mettre en place des actions pour favoriser cet engagement et donner du sens à chacun des collaborateurs. Je pense que ça résume nos 2 semaines de tournée à travers la France. Mais avant de passer à vos questions et surtout à l'apéro, puisque c'est l'heure, on n'a pas le saucisson mais on a les bières, ça marche quand même. On va faire en une phrase, vraiment très très rapide, mais pour vous une phrase, c'est quoi finalement l'impact de tout ce que vous mettez en place pour l'engagement des collaborateurs? C'est que les collaborateurs aient envie de venir travailler le lundi matin. Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais pour le coup, c'est ce qu'on a dit. Si on veut qu'il y ait du business, il faut qu'il y ait des équipes engagées. Pour qu'il y ait des équipes engagées, les gens doivent avoir envie de venir. Et pour ça, c'est important de travailler quotidiennement sur ce qu'on va être en capacité de leur apporter. Je ne sais pas s'il n'y a que des RH ici ou des managers, etc. Mais tout ce qu'on a pu dire, je pense que c'est en tout cas essayer de se réinventer régulièrement pour apporter tout ce dont les collaborateurs ont besoin pour participer à la performance d'une boîte. Donc c'est extrêmement important de faire de la veille, participer à ce type de conférence pour pouvoir se renouveler régulièrement. Alors pour moi, l'engagement des collaborateurs, ce serait de ne jamais entendre les salariés, les collègues dire « ça va comme un lundi ». Ou le mieux c'est ça va bien parce qu'on est vendredi. Ça rejoint ce que tu dis par rapport au dimanche, c'est la même chose. Donc l'engagement, c'est quand les gens du lundi au vendredi ou du jeudi, peu importe, ils ont envie d'être là, ils ont envie de partager, ils ont envie de communiquer, ils passent un bon moment ensemble.
Il faut bien écouter les salariés. Il faut, je pense, en fonction de vos rôles dans vos organisations, pas hésiter à remonter, à rappeler encore une nouvelle fois peut-être une idée qui n'a pas été entendue. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'ai un truc en tête, parce que je sais pas, je l'ai vu en cours, je sais pas, en master. ICAP. Ok, la com, on est là pour informer, mais pas que, parce qu'on n'embarque pas. Il faut que les salariés comprennent où on va. Ensuite, il faut qu'ils adhèrent à cette stratégie et c'est les bons recrutements dès le début, voir si ça matche avec les valeurs de la boîte et sa culture, et pour que derrière ils puissent participer. Et participer, c'est pas juste je fais ma journée de travail, je repars. Et voilà, l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin et de leur proposer des choses qui vont leur permettre de s'épanouir, de grandir et peut-être de partir, c'est le jeu, mais aussi peut-être de revenir. Sur la notion d'impact, moi en tant que dirigeant, l'impact de l'engagement collaborateur, ça se voit au résultat du bilan. Et on a parlé de performance de l'entreprise, mais c'est tout con. Mais si vous avez moins de collaborateurs qui font plus, ça a un impact énorme. Et c'est tellement gros que je me demande pourquoi il y a si peu de dirigeants qui prennent à bras-le-corps ce sujet. Et même j'entends des fois des dirigeants dire « Oh ça, je m'en fous, les collaborateurs, c'est bon, j'en ai assez ». Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça a un autre impact de s'occuper de l'engagement, c'est que ça réduit le bruit dans l'entreprise. Parce que, comme des fois il y a des collaborateurs désengagés, si on ne s'en occupe pas, il peut y avoir une minorité bruyante qui fait plus de bruit qu'une majorité silencieuse, et ça peut venir très facilement faire beaucoup de bruit, et pour des dirigeants, pour des managers, ce bruit il est très compliqué à gérer, et ça décourage. Donc il y a des dirigeants qui mettent la tête dans le sable en disant « moi, j'ai pas de problème chez moi », mais en fait, ils ont abandonné le sujet. Donc il faut du courage pour reprendre le sujet de l'engagement. C'est dur, mais derrière, c'est vraiment une performance pour l'entreprise. Merci beaucoup. On va pouvoir peut-être passer à quelques questions, puisque moi j'en ai posé pas mal à nos intervenants, mais vous en avez peut-être aussi, vous de votre côté. N'hésitez pas à poser les questions à tous nos intervenants. Ouais. Bonjour, je suis Antonia, je travaille dans le groupe Labelli Fine Food. Et je suis responsable de la com interne. Alors c'est un détail, mais comme vous avez évoqué tout à l'heure, je crois que vous alliez challenger l'intranet, etc. et que vous étiez dirigé vers Steeple. Est-ce que ça veut dire que vous aviez complètement oublié, en tout cas il n'y a plus d'intranet et ça n'existe pas dans la structure, et tout est centralisé sur Steeple? Ça c'est une vraie question que nous on se pose. Aujourd'hui, ça se vit en... Alors, le sujet est très récent et ce qui nous a aidé dans la bascule, ce qui est peut-être pas votre cas et je vous le souhaite, c'est qu'on a eu une cyberattaque entre-temps. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, notre intranet a été chanté, on aurait pu le remettre en place, mais en fait, il était complètement archaïque, pas fluide, pas interactif et complètement à côté de la plaque vis-à-vis de nos valeurs. C'est-à-dire la notion de coopération, on ne le retrouvait pas du tout dedans, alors que Steeple, si. Et en fait, c'est bel et bien le retour à nos valeurs qui nous a décidé à choisir une solution comme Steeple. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ouais. Merci. Vive les cyberattaques. Une autre question? Vous aurez aussi l'occasion d'en poser plus directement à nos intervenants avec un verre à la main. Je vous propose qu'on bascule de l'autre côté de la salle, mais avant ça, je voudrais qu'on remercie chaleureusement nos intervenants. Merci à vous quatre.